Poursuite des commémorations du centenaire de la Grande Guerre ce matin à Dinan en présence du roi Philippe. Inauguration d'un mémorial dédié aux victimes. 15 tonnes de vivres attendent toujours d'être acheminées dans le nord de l'Irak. Les organisations humanitaires belges commencent à s'impatienter. La météo digne d'un mois d'octobre fait décoller les ventes des nouvelles collections. Les pulls et les vestes ont déjà du succès. David se prépare physiquement et psychologiquement à son combat contre Goliath à Ath. C'est le moment fort de la Ducasse. La météo, encore des averses au menu de cette journée, avec toutefois quelques éclaircies de 14 à 18 degrés. Bonjour, nouvel hommage ce matin à Dinan dans le cadre du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie dédiée aux 674 victimes civiles en présence du roi Philippe. Un événement rehaussé par l'inauguration d'un nouveau carillon dans la collégiale Notre-Dame. Sur place, Benjamin Braun, Benjamin Van Kelst. Une visite royale très attendue par les Dinantais. 100 ans après le massacre de leur ville par les troupes allemandes. Ma famille a perdu énormément de ses membres, notamment mon grand-père et 4 de ses beaux-frères, donc ça fait 5 personnes. La maison brûlée en 14 et en 40, complètement rasée, donc des vies quand même très difficiles. Il y a un siècle, Dinan n'est plus qu'un champ de ruines. Même le célèbre bulbe de la collégiale a été incendié. En ce qui concerne la collégiale, c'est comme ça que depuis 1914, il n'y a plus de carillon à Dinan. Et le roi va en réinstaller un aujourd'hui à Dinan. C'est la symbolique de la reconstruction de la ville. À l'intérieur de l'édifice, le nombre de personnalités témoigne de l'importance de cette commémoration. L'ambassadeur d'Allemagne fait partie des invités. Je suis très honoré d'être invité ici en tant qu'ambassadeur de votre pays voisin, qui à l'époque était l'ennemi, et aujourd'hui nous sommes des amis. Le roi assiste aux premières notes du nouveau carillon, le tintement joyeux d'une ville martyre, aujourd'hui debout. Et sur place, on retrouve Benjamin Braun. Bonjour Benjamin. Cette matinée d'hommage s'est poursuivie par l'inauguration d'un mémorial. Ben oui, effectivement, Caroline, le roi est actuellement en train de visiter ce tout nouveau mémorial qui vient d'être construit en acier Corten il y a quelques semaines à peine. En fait, un premier monument avait été construit juste après la guerre 14-18, mais il avait été rasé lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un tout nouveau monument qui voit le jour ici à Dinan, et c'est important évidemment pour les nombreuses familles de victimes de ce premier conflit mondial. Merci beaucoup Benjamin. Et on commémore aussi le centenaire de la bataille de Mons où nous retrouvons Jimmy Méo. Bonjour Jimmy, des célébrations en présence de soldats britanniques. Ils ont participé à une reconstitution ce matin en costume d'époque. Ils ont remonté aussi la rue Nimy, la rue qui mène à la Grand Place, un parcours qu'avaient emprunté les Allemands à l'époque. Ils remontaient cette rue et ils arrêtaient chaque riverain, chaque civil montois pour les utiliser comme boucliers humains. Alors il y avait ce matin l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, beaucoup de touristes britanniques aussi qui sont venus spécialement pour l'occasion. Alors cette bataille de Mons est très connue en Angleterre, peut-être même plus là-bas qu'ici même finalement à Mons, tout comme la légende des anges aussi très connue là-bas sur place. Alors cette légende selon laquelle des anges seraient apparus dans le ciel lors de cette bataille de Mons accompagnés de Saint Georges. Ils ont aidé les soldats britanniques à vaincre les Allemands. Alors les commémorations continueront cet après-midi avec notamment la plantation d'un arbre du centenaire. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces détails. Autre titre de l'actualité, toujours pas de feu vert de la défense concernant le C-130 qui doit acheminer de l'aide humanitaire dans le nord de l'Irak. Les autorités irakiennes exigent, je vous le rappelle, que l'appareil fasse escale à Bagdad avant de rallier Erbil. Un risque que l'armée belge ne veut pas courir. Les organisations humanitaires commencent à s'impatienter. Emmanuel Dupont, Jean-Philippe Motte. Ils se sont mobilisés depuis une semaine. Les moines de l'abbaye de Bois-Seigneur Isaac et les bénévoles ont recueilli des centaines de colis d'aliments non périssables, de vêtements. Un élan de solidarité à destination des réfugiés kurdes d'Irak.
Mais en apprenant que l'avion susceptible de transporter cette aide précieuse pourrait bien ne pas décoller, certains bénévoles ont du mal à dissimuler leur colère. J'ai été fortement déçue, et le terme est très léger. J'ai surtout été écœurée. On parle beaucoup des droits de l'homme, mais il faut qu'on parle aussi un petit peu des devoirs de l'homme. Et quand on vit dans le confort, on est plutôt au stade des devoirs de l'homme. Et je trouve que nos gouvernements devraient en tenir compte. Le gouvernement a fini par trouver le budget pour acheminer cette aide, mais pas question de faire décoller un avion pour des raisons de sécurité imposées par les autorités irakiennes. Au total, 15 tonnes de nourriture non périssable ont été récoltées. Certains gardent donc espoir que la situation finisse par se débloquer. Je suis très optimiste parce que la défense travaille fermement, c'est une très bonne équipe. Ils ne veulent pas prendre de risques, je comprends, mais je pense qu'ils vont trouver une solution rapidement. Les organisations chrétiennes demandent toutefois à leurs paroissiens de ne plus apporter de vivres. Si la mission d'aide humanitaire devait être annulée, les aliments récoltés durant la semaine seraient alors livrés aux plus démunis en Belgique. Sur place, malgré l'exécution d'un journaliste américain, les États-Unis entendent poursuivre leurs frappes aériennes contre les djihadistes de l'État islamique dans le nord de l'Irak. Hier, des miliciens chiites ont tiré sur une mosquée sunnite faisant 70 morts et une vingtaine de blessés. Une attaque vivement condamnée. Martin Vachiri. L'Irak est plus divisé que jamais. Entre populations chiites, largement majoritaires dans le pays, et sunnites, l'escalade de violence semble désormais incontrôlable. Dans la province de Diyala, à l'est de l'Irak, des miliciens chiites font irruption dans cette mosquée sunnite. L'attaque est terrible. Ils tuent 70 fidèles, 20 personnes échappent à la mort. Cet assaut brutal suscite de nombreuses indignations dans le pays. Les citoyens s'inquiètent d'une telle démonstration de violence. Ce qui est arrivé à la mosquée Bin Omer de Diyala, c'est un crime contre l'humanité. C'est déraisonnable de tuer un homme pacifique à l'intérieur d'une mosquée. Des mains haineuses et mauvaises veulent détruire la société irakienne. Ils veulent nous diviser. Il faut stopper ces personnes. Je vous assure qu'ils ne sont pas irakiens. Ce massacre pourrait être un acte de représailles suite à la mort de miliciens chiites dans des affrontements dans le secteur. Dans moins d'un mois, un nouveau gouvernement devrait être nommé en Irak. Ces attaques plombent le climat politique. Ceux qui veulent perturber le processus politique dans ce pays visent directement la société irakienne et ses structures sociales. L'attaque de la mosquée ouvre la voie à des représailles probables des hommes de l'État islamique, cette mouvance terroriste de courant sunnite. Dans le même temps, ces hommes qui souhaitent établir un État religieux autoproclamé subissent toujours les assauts aériens américains. J'ajoute que la Maison-Blanche considère que l'exécution sommaire du journaliste américain James Foley par l'État islamique est une attaque terroriste contre les États-Unis. Washington étudie les options pour répondre à cet acte barbare. Des frappes aériennes en Syrie ne sont pas exclues. À l'étranger, toujours dans la bande de Gaza, le Hamas s'est livré à une série d'exécutions publiques de Palestiniens accusés de collaborer avec Israël, où un enfant de 4 ans est décédé, tué chez lui par un obus tiré depuis la bande de Gaza. Une attaque qui devrait susciter de vives représailles. Le Premier ministre israélien a aussitôt annoncé que les opérations militaires vont s'intensifier et que le Hamas paiera ce décès très cher. La tension est montée d'un cran en Ukraine après l'arrivée de camions chargés, selon Moscou, d'aide humanitaire dans le bastion rebelle de Lugansk, dans l'Est. Un convoi qui a fait demi-tour ce matin et c'est dans ce contexte extrêmement tendu que la chancelière allemande Angela Merkel est arrivée ce matin à Kiev. Un déplacement hautement symbolique à la veille de la fête de l'indépendance, interprété comme un geste de soutien. Dans le reste de l'actualité, un escroc de 34 ans a été arrêté à Marseille. Il a été mis en examen pour vol de données bancaires. L'homme a utilisé une imprimante 3D pour reproduire à la perfection une façade de distributeur de billets de banque et s'emparer ainsi des données bancaires des clients. Son butin s'élève à 30 000 €. Nina Zanata. La façade est apposée dessus, directement. Une façade artificielle, comme une sorte de moulage conçu par une imprimante en 3D. Lorsqu'il est retrouvé, l'escroc révèle très vite sa technique.
Dans d'autres cas, il y a eu un système de visionnage avec une caméra qui avait été apposée, donc là c'était encore plus simple. Là, le système est un petit peu plus sophistiqué. Cette machine produit un relief identique à celui de l'avant d'un distributeur automatique. Il ne reste alors plus qu'à relever les coordonnées des usagers pour les exploiter. Avec cette technique, le malfaiteur aurait volé plus de 30 000 € à une centaine de personnes. Mais pour ce spécialiste de l'impression, réaliser une fausse façade de distributeur automatique n'est pas si compliqué. La personne va venir avec un appareil de ce genre et va venir scanner la surface. Ensuite, ce fichier, on va l'adapter, on va le modifier et on va le fabriquer sur une imprimante 3D. C'est un procédé qui sera facile et rapide. Ironie du sort, l'escroc a voulu tester l'efficacité du système. Il a glissé lui-même sa propre carte bancaire, ce qui a permis aux enquêteurs de retrouver facilement sa trace. Il est à présent en détention provisoire. Nous ne sommes peut-être pas à l'abri d'un blackout cet hiver à la suite de problèmes survenus dans plusieurs centrales nucléaires du pays. Du coup, les Belges se préparent à cette éventualité. Les particuliers et les entreprises s'intéressent de très près au groupe électrogène. Julie Deneyer, Elisabeth Wouters. Gilles est gérant d'une entreprise qui loue des groupes électrogènes et depuis quelques semaines, les demandes affluent. On a énormément de gens qui s'informent, des particuliers qui s'informent quelles sont les possibilités et on leur suggère toujours le même produit qui est un petit groupe portable qu'on se met dans une coffre d'une voiture. Le coût varie entre 50 et 100 € pour la location à la journée, mais les entreprises également se préparent. Pour avoir un backup au cas où, aussi bien pour les data centers que par exemple pour des frigos, que pour savoir faire tourner leur entreprise, des banques. Énormément de banques aussi qui demandent. Les Belges sont inquiets. Sur les sites de seconde main aussi, on constate que les recherches concernant des groupes électrogènes et générateurs sont en hausse. Sur deuxièmemain.be, depuis la mi-août, elles ont été multipliées par 10. Les magasins de bricolage sont plus sollicités également. Certains prévoient déjà des réserves de lampes de poche et de bougies. Disons que dans l'immédiat, on en parle beaucoup, mais je crois que d'ici quelques mois, il y aura de quoi s'inquiéter, enfin. Je trouve que c'est assez impressionnant qu'au XXIe siècle, on ait ce genre de situation. Comme on entend beaucoup d'avis divergents, on ne sait pas tellement lesquels croire. Le délestage en cas de pénurie dans certaines régions ne devrait durer que quelques heures pour éviter justement le blackout complet du pays. L'été semble bel et bien terminé. Le mois d'août a été gris et pluvieux. Tant pis pour les activités en extérieur et tant mieux pour les nouvelles collections qui ont déjà beaucoup de succès. À Bruxelles, le reportage d'Amélie Schilt et Vincent Wilbert. Dans ce magasin de vêtements pour enfants, la collection hiver a pris place dans les rayons depuis la fin du mois de juillet. Pyjamas molletonnés et autres vestes douillettes ont trouvé preneur avant même que les soldes d'été ne soient terminés. On demande beaucoup plus déjà de cols roulés, de gants, d'écharpes, de bonnets déjà, des grosses vestes. Les ventes d'hiver auraient un mois d'avance par rapport à l'an passé. Pas question d'attendre après le calendrier pour s'équiper et se réchauffer. J'aimerais bien l'acheter parce qu'en fait ça fait comme une veste en cuir mais c'est chaud, ça fait comme une doudoune et c'est bien. T'as déjà envie de mettre des doudounes? Oui, parce que je suis frileuse et j'aime bien avoir chaud. Avec 16 degrés à peine ce matin à Bruxelles, seuls les mannequins sur les affiches peuvent se permettre de se dénuder. Le style de circonstance dans la rue, c'est plutôt grosse écharpe et veste. Et encore davantage pour ceux qui sont amenés à travailler en extérieur, comme cet étudiant. Regardez, je peux vous montrer. On ne sort jamais sans son arme. Voilà, on a même les parapluies ici et tout. Donc non, ici c'est gravière. Par exemple, il y a eu averse. Il faut vendre là-dessous. Les gens, on les voit plus en t-shirt, comme vous pouvez voir à côté de vous et tout, il n'y a que des vestes. Normalement l'été c'est fait pour être en t-shirt et le fait de porter des vestes en cuir et tout, ça me plaît pas trop. Je suis venue faire du lèche-vitrine pour voir ce qui était sorti pour la nouvelle collection. Je sais que certains magasins sont déjà en avance, faire des petits repérages et voir, oui, justement, se préparer pour une nouvelle veste ou une nouvelle paire de chaussures pour l'hiver qui arrive à grands pas. Reste l'option des doudounes et bonnets colorés, histoire de mettre un peu de soleil dans votre garde-robe. En conservant toutefois les maillots de bain à portée de main, septembre peut encore réserver de belles surprises.
Cette météo capricieuse risque aussi d'influencer l'industrie du chocolat qui utilise des noisettes turques dans ses pâtes à tartiner. La Turquie est le principal producteur et exportateur mondial, mais cette année les récoltes ont été très mauvaises suite à de fortes intempéries en début d'année. En un an, le prix du kilo de noisettes a quasiment doublé. Martin Bilterès, Dominique Sokolowski. Elle remplit nos rayons et très souvent nos petits déjeuners. La pâte à tartiner pourrait pourtant coûter plus cher à l'avenir, sans vraiment effrayer les amateurs. Je ne sais pas combien il coûte, donc je l'achète d'office. Peu importe, je l'achèterai. Le problème, c'est la noisette. Elle est à la base des pâtes à tartiner, des tablettes et barres de chocolat. Mais voilà, cette année, le prix de cette matière première a augmenté, plus 60%. En cause, les noisetiers de Turquie qui ont connu un coup de gel au printemps. Les récoltes sont en chute libre. Et cela va se faire ressentir. Le marché va répercuter sur le consommateur cette hausse de prix d'une matière première comme les noisettes. Et c'est d'ailleurs déjà le cas puisqu'une entreprise comme Mars a déjà répercuté fin juillet de 7% le prix sur certains de ses produits. Et Nestlé a annoncé qu'il ferait exactement la même chose. La Turquie est le principal pays producteur de noisettes puisqu'à elle seule elle exporte 70% de la production mondiale, un facteur aggravant. La production n'est pas scalable, comme on dit en anglais, on ne peut pas la faire grandir. Et donc automatiquement, on est soumis à des aléas climatiques. Et donc ces aléas climatiques peuvent faire qu'il y ait une réduction de l'offre et automatiquement une augmentation des prix. Cette année, déjà 200 000 tonnes en moins. Mais l'augmentation de prix dépend aussi du pourcentage de noisettes dans le produit. Il en faudrait environ une 50aine pour un pot de pâte à tartiner. La vie est-elle possible dans l'espace? La question est relancée après la découverte de cosmonautes russes qui ont trouvé du plancton vivant sur les parois de la Station spatiale internationale. Alors d'où provient-il? Plusieurs hypothèses peuvent expliquer sa présence. François Genette. Nous sommes le 18 août dernier. 2 cosmonautes russes viennent de quitter la Station spatiale internationale pour une mission dans l'espace. Leur but, nettoyer les hublots et les parois de l'ISS, recouverts de particules laissées par le va-et-vient des vaisseaux de ravitaillement. Et si la mission se déroule sans encombre, les 2 hommes vont faire une découverte étonnante en analysant les lingettes utilisées, car celles-ci sont recouvertes de plancton, apparemment vivant. Les résultats de l'expérience sont absolument uniques. Nous avons trouvé des traces de plancton marin et de particules microscopiques sur la surface de l'illuminateur. Ceci devrait être étudié davantage. Mais comment une telle chose est-elle possible? L'hypothèse la plus probable est que ces micro-organismes soient originaires de la Terre. Seulement voilà, du plancton à ce niveau de développement n'existe pas dans la région de Baïkonour, endroit d'où partent les fusées. Certains scientifiques russes estiment donc que ceux-ci viendraient de la surface des océans et auraient été portés sur plus de 420 km. Ils se seraient ensuite développés sur les parois de l'ISS. La NASA, quant à elle, affirme ne pas être au courant d'une telle découverte. Il n'empêche, si celle-ci devait être confirmée, elle augmenterait encore les chances de trouver des traces de vie dans l'espace. Et j'ajoute que les 2 satellites du système de navigation européen Galileo, envoyés dans l'espace hier par une fusée Soyouz, n'ont pas atteint l'orbite prévue. Des investigations sont en cours pour connaître l'impact que cela pourrait avoir sur les satellites censés être opérationnels à l'automne. Allez, on revient sur Terre où se déroule le combat entre David et Goliath cet après-midi. C'est le point d'orgue de la Ducasse de Ath. Un combat symbolique, mais qui revêt une grande importance, puisqu'en cas de victoire de David, c'est un an de bonheur sur la ville. Autant dire que la pression est très grande pour Thomas, 8 ans. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a bénéficié de quelques séances de sophrologie. Rencontre avec Jimmy Méo et Patrick Lejuste. Cela fait une semaine d'entraînement, environ 1 heure par jour. Le gars ne peut pas descendre, il donne la hauteur du trou. Où Thomas, qui aujourd'hui s'appelle donc David, répète ses gammes et applique les conseils qu'on lui a donnés. Voilà. Alors de ne pas regarder les caméras, de regarder que le trou. Je vise le trou, je fais 2 fois comme ça et après je lance. À la maison, il était tout seul dans le garage avec sa boîte et sa balle. Et ici, il y a quand même des gens qui le regardent. Donc, puis il y a les caméras aussi qui viennent tous les jours ou alors on fait des photos. Donc c'est totalement différent. Et pour supporter la pression qu'on lui met, Thomas et sa maman ont fait le choix de la sophrologie. Depuis le mois de novembre dernier, il vient régulièrement faire des exercices de concentration, de respiration
et de conviction. Je vis bien, je me sens bien, je vais bien, je me sens bien. Je lui dis, tu t'occupes pas, c'est toi le petit roi, tu seras là devant Goliath et tu dois te poser, te calmer, ne pas aller trop vite. Et je crois tout ça, Thomas l'a bien compris. Ne pas regarder les gens, c'est comme si on avait des œillères, comme les chevaux. Ça lui a quand même fait beaucoup de bien, même niveau caractère et tout, il a quand même assez bien changé. Et il va plus vers les gens aussi pour parler. Et ce que tout le monde sait. Ce que tout le monde sait. Des chants, des regards, une pression sur un enfant de 8 ans qui doit se construire des épaules de géant. Au faubourg de Tournai. Voilà, on verra si ça fonctionne. Carolo est fier de l'être. C'est le message qu'ont voulu faire passer de jeunes artistes qui ont lancé une ligne de vêtements aux couleurs de la ville, non sans humour. Ils font un beau pied de nez aux critiques et aux préjugés dont souffrent les habitants de cette région. Jimmy Méo, Patrick Lejuste. Ils sont fiers d'être Carolo, fils de Baraki, d'embrasser leur chérie et d'être de retour à Charlouse. Tous ces créateurs qui lancent leur ligne de t-shirts, des vêtements estampillés Made in Charleroi et plein de créativité. Je suis fort inspiré par le cinéma et les séries, d'où le modèle qu'on peut voir ici, Sons of Baraki, qui est un mélange d'esprit Carolo et de la série des bikers Sons of Anarchy. On parle de Charleroi comme une ville en devenir, avec un potentiel culturel très fort, et Saint-Gilles, qui est 6000 ans, qui est 1060, est une zone de Bruxelles qui, elle, est très réputée pour sa créativité. C'est un peu un pied de nez, une façon de retourner la situation en disant, ben voilà, ici aussi il se passe des choses. Des logos, des slogans qui visiblement plaisent aux Carolo. Parfois malmenés, souvent critiqués, mais il ne manque pas de second degré. Ouais, c'est du second degré, c'est pour rigoler, voilà. Des vêtements qui viennent de notre ville, qu'on est fiers d'être Carolo. Il y a celui-ci avec le titre Bisouchou. Ça fait 36 ans qu'on est là, on est fiers d'être là. Non, je les mettrai, franchement ils sont bien, franchement ils sont beaux. Non, je les mettrai, franchement il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'ils continuent en fait, ils devraient en créer plus. Parce que tu en auras beaucoup qui vont en acheter en tout cas. Ces tenues sont pour l'instant uniquement disponibles sur Internet et déjà les demandes augmentent de jour en jour. Nicolas conçoit les siennes ici même chez lui, avec les moyens du bord. Je fais tout ça chez moi, tout seul, de la réalisation à la conception. C'est vraiment un produit, j'ai envie de dire, Carolo 100%. Donc voilà, j'ai mes machines, j'ai mon fonctionnement et puis j'ai mon petit atelier, je réalise tout moi-même chez moi. Cette ville, on en a dit énormément de mal et on continue d'en dire trop souvent du mal. Et finalement, ça crée un effet, un revers de la médaille qui est de revendiquer fièrement le fait d'être de Charleroi et de trouver ça bien et de le dire fièrement. Une dizaine de créateurs ont déjà lancé leur concept, des vêtements, des sacs, des objets qui seront en vente dans la boutique de ce centre culturel qui revendique sa Carolo attitude. Un mot de football en match d'ouverture de la 5e journée de championnat. Genk a décroché sa première victoire de la saison hier en battant la Gantoise 3-2. Genk remonte à la 9e place du classement avec 6 points. Avant de refermer ce journal, une pensée pour notre collègue Marc Postio qui nous a quittés, responsable des partenariats au sein d'Airtel Belgium. On retiendra entre autres son sourire et son dynamisme. Ses funérailles ont eu lieu ce matin au crématorium de Mons. Toutes nos pensées vont évidemment à sa famille et à ses proches. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 19h. Bel après-midi à tous. À ce soir. Retrouvez toute l'info en radio sur Bel RTL et en continu sur rtlinfo.be.